Un leader se définit comme une personne capable de guider, d'influencer, d'inspirer. Il se définit également comme une personne pleine de motivation, d'ambition, de créativité. C'est une personne qui a une vision, bref, qui a une carrière. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre nouveau programme Leadership. Cette émission-là qui vous présente ces hommes et femmes qui ont réussi à s'imposer dans le monde professionnel à travers une carrière professionnelle impressionnante, mais surtout qui se veulent être des modèles pour quiconque aspirerait à un plan de carrière atypique. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau un jeune homme assez exceptionnel au parcours impressionnant. Assoiffé de challenge, il n'a aucun mal à se défaire des conventions et des idées préconçues pour suivre son propre chemin. Formateur des formateurs, il a la capacité aujourd'hui d'impacter des vies, mais surtout d'amener quiconque aspirerait à se dépasser à un niveau de performance jusque-lors inconnu. Considéré comme un coach de vie, il a horreur du contentement. Comme il aime à le dire, je suis le résultat de ce que j'ai connu jusque-là. Je vous présente Marc Ouissou. Bonjour, monsieur Marc. Allez, madame Flore, bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Moi qui suis rapetit d'entendre votre introduction qui m'a plongé quelque peu dans le déni de ce que je suis ou de ce que je n'étais pas ou de ce que je ne faisais pas attention à commencer par être. Mais vous faites du bien et ça me fait plaisir. Alors si on s'attarde en quelques mots, voilà à votre parcours. Originaire du Bénin, vous êtes parti du séminaire où vous avez obtenu votre bac et où vous étiez prédestiné à la prêtrise pour suivre un chemin qui vous a mené dans la communication et le management. Un choix judicieux qui vous a amené à exercer notamment à la télévision nationale béninoise, à Kamlé au Cameroun, à Foucault, à HDS, une entreprise canadienne dans laquelle vous étiez directeur Afrique centrale, je crois. Exactement. Voilà. Vous avez également été directeur général à ABK Radio et Télévision, directeur de la communication à MTN. Aujourd'hui, vous occupez le poste de directeur général. Bon, maintenant que je monte, j'ai des responsables de communication à MTN, pas directeur, parce qu'après, on m'a dit que oh, il a menti, c'est un salaud. Mais j'étais à la communication. Mais c'est parce qu'il y avait un DCM au-dessus de moi, donc je n'étais pas clairement directeur, même si je faisais office de. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes directeur général à DBS. Alors, dites-nous, Marc, prédestiné à devenir prêtre hier, aujourd'hui une grande figure de la communication, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, pourquoi ce revirement? Alors, je pense d'abord que ça n'est pas un revirement, j'ai eu l'impression de vivre plusieurs vies. Alors donc, premièrement, au départ, j'ai voulu être prêtre, je me suis donné, au départ, les parents n'étaient pas d'accord. Et pour vous rappeler quelque chose, c'est que mon père, autrefois, ne voulait pas que j'aille au séminaire, non pas parce qu'il ne voulait pas que je devienne prêtre, mais il pensait que le premier au collège était dénié au séminaire. Tant la formation était très acerbe, était très dure, était très rugueuse et tout ça. Alors j'ai été voir le curé pour l'en convaincre. Et le curé a appelé mon père pour dire, écoute, comment te fais-tu que tu empêches Dieu de prendre ton fils et tout ça. Alors mon père qui était un peu téméraire aussi m'a appelé, il m'a dit, écoute, je vais te permettre de passer le concours du séminaire à condition que tu fasses une dictée. Et cette dictée, j'avais 10 ans à peu près, j'étais en 6e. Un chevalier mort, dit à son cheval mort, si tu mords ton mort, tu seras mort. Ah là là. Il y a des gens aujourd'hui en master qui auraient eu 0. Oui. Un chevalier mort, dit à son cheval mort, si tu mords ton mort, tu seras mort. Il a fallu que je n'ai pas eu 0 pour cette dictée pour que mon père se convainque de me laisser enfin passer ce concours. Et j'ai passé le concours, je pense que j'ai été le premier du département, du diocèse, je vais dire. Et puis mon aventure au séminaire a commencé. Ça a été, mettons, une très très belle aventure. Et d'ailleurs j'ai écrit dans l'un des articles que j'ai eu à écrire au séminaire, après du séminaire bien entendu. Et je disais, il en va pour moi du séminaire comme d'une bougie allumée. On en a toujours besoin pour s'éclairer la route. C'est pour dire que j'ai appris énormément de valeurs, de rigueur, d'excellence aussi, parce que c'était 12 la moyenne. Même quand on avait 11,99, on échouait. Donc c'était quand même assez difficile. J'ai vu des gens échouer énormément. J'ai vu des gens
avoir le surménage, parce qu'il y avait un trop plein d'envie d'étudier, c'était pas toujours évident. Et donc j'ai été trempé, bien entendu, dans ce cursus qui m'a beaucoup façonné. Sauf qu'à un moment donné, entre la soutane et la femme, il fallait faire un choix. Et j'ai constaté que la femme était plus belle que la soutane. Ben voilà. Et puis donc j'ai choisi, pas la femme foncièrement comme ça, je blague, mais c'est pour dire que j'avais eu envie d'explorer d'autres choses. Je pensais que je n'étais plus très en phase avec moi-même en étant au séminaire. Et puis, j'ai espéré, j'ai démissionné. Ça fait mal à plus d'un, c'est vrai. Et il y a eu une déchirure très profonde, même de ma famille, parce que mes parents ne comprenaient pas véritablement. Papa Abbé, maman Abbé autrefois, ils devraient se livrer à vindicte populaire, à expliquer à tout le monde comment ils ont fait pour que le diable ait pu retirer leur fils du séminaire. Donc ça a été une vraie déchirure au niveau familial. On m'a presque renié de la famille, il faut l'avouer. J'ai failli même me suicider à un moment donné parce que je ne comprenais plus rien, j'étais totalement embrouillé. Mais après, je me suis dit, il fallait me convaincre moi-même tous les jours que je n'ai pas mal fait de quitter le séminaire, mais en même temps convaincre tous mes amis que j'ai connus au séminaire qui pariaient sur moi, qui pensaient que je serais un meilleur prêtre. Et puis en même temps convaincre alors tous mes parents que ce n'était pas seulement pour être prêtre que je pourrais être meilleur, mais je pouvais être meilleur aussi à faire autre chose. Et bien entendu, ça m'a permis de comprendre que peut-être la vocation n'existait pas à devenir pasteur, à devenir prêtre, à devenir enseignant, peut-être à devenir footballeur et tout ça. Mais la vocation, c'est peut-être un appel à aimer, à aider les autres, et quel que soit peut-être le métier qu'on aurait pu faire, on peut facilement atteindre ou accomplir sa mission sur terre. Donc quand j'ai pu atteindre ce niveau de compréhension humaine, modestement, je me suis rendu compte que je peux me laisser aller et j'ai embrassé toutes les opportunités que j'ai pu rencontrer avec la même énergie et la même volonté d'excellence. Je pense que c'est devenu plus facile parce que je découvrais tout. En fait, j'ai découvert tout. Avant le bac, je ne savais pas exactement comment on embrassait une femme, je ne savais pas comment on allait à l'université, je ne savais rien de tout ça. Bien entendu, j'ai fait le grand séminaire, mais je ne connaissais rien une fois dehors. Et ça a été un peu plus compliqué parce que c'était un parcours de combattant. Mais par la grâce de Dieu, je pense qu'on a fait un pas, on en a fait deux, on en a fait 1000 et on a avancé et ça avance plutôt pas mal. Donc vous vous êtes retrouvé complètement seul à une période de votre vie totalement désemparée. Bien entendu, seul parce que ceux sur qui on comptait le plus, ou je comptais le plus, d'ailleurs mes parents, ne comprenaient pas mon choix de me voir partir du séminaire, qui était une honte pour eux. D'ailleurs, pour mes parents, c'était pas tenable. Ils ont été obligés peut-être de quitter même la paroisse pour ne pas subir exactement les railleries. Et donc pour moi aussi, c'était quand même assez pénible parce que j'étais quand même à un moment donné l'objet de plaisir, l'objet de gloire de mes parents aussi, parce que du séminaire leur parvenaient de temps en temps les petits exploits que je faisais quand même, que ce soit sur le plan académique, que ce soit sur le plan musical, parce que j'ai quand même enseigné la musique au séminaire, j'ai quand même fait du piano, j'ai quand même été chef de l'orchestre, j'ai quand même été... Vous étiez le petit chouchou, voilà. Bien entendu, je pense que j'étais parmi, sans exagération, j'étais parmi ceux que les autres séminaristes rêvaient, mettons, des petits stars, que les autres rêvaient, en fait, que les autres jalousaient, mettons comme ça, parce que j'étais dans les bonnes grâces des prêtres, pour la plupart du temps, et aussi d'autres séminaristes, d'autres amis, et bien sûr, donc, honnêtement, je pense que j'ai passé pleinement et entièrement ce temps. Honnêtement, j'ai tutoyé tout ce qu'on pourrait faire, même à être représentant même des séminaristes, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Et je pense que le coaching, je l'ai commencé aussi au séminaire, parce que j'avais beaucoup de gens
en classe qui venaient me voir pour mieux apprendre le latin par exemple, ou les mathématiques, ou le français, ou l'histoire géo et autres. Et je me souviens bien sûr d'un ami qui aujourd'hui est très brillant, qui est même docteur, et qui enseigne à l'université aujourd'hui, c'est très intéressant. Mais un soir, à la veille d'une composition, il est allé me voir pour me dire, Marc, aide-moi à avoir la moyenne. C'était difficile, mais je me suis dit, écoute, je préfère ne pas avoir 17, avoir peut-être 14, et te donner les 3 points supplémentaires qui étaient sur ma moyenne. Et c'est ce qu'on a fait. Et vous avez 7 ans, 6 ans, 7 ans plus tard, dans la même promotion, parce qu'il n'a jamais échoué, il était premier, j'étais deuxième de classe. Je pense que peut-être c'est mon premier coaching qui a marché véritablement et qui a permis, en dehors bien sûr de la musique, de la chorale que je formais, des chorales que je formais en dehors même du séminaire, des chœurs que je formais, je pense que non, je ne regrette pas du tout. J'ai pleinement vécu ce temps et qui m'aide jusqu'aujourd'hui, parce que j'en garde bien des rides, j'en garde bien des impacts très importants pour la société. Je pense que si c'était permis, tout le monde devait faire en tout là-bas, ça aide quand même. Ok. Et donc, une fois que vous partez du séminaire, et puis totalement un peu perdu, qu'est-ce qui vous pousse à vous tourner vers la communication? Parce qu'il y a plein de corps de métier, et donc, qu'est-ce qui vous pousse vers la communication et le management? Alors, nous étions en 2004 à peu près. La vérité, c'est que je ne connaissais rien à la communication. Rien. Encore moins au management et tout ça. Tout ce que je connaissais, modestement, c'était peut-être la philo. D'ailleurs, parce que tous ceux qui quittaient le séminaire jusqu'à récemment, résolument faisaient la philo, parce que nous, on faisait un bac philosophique, donc on faisait la philo, soit ils faisaient les lettres modernes, dans le français, ou soit, bon, en tout cas, ils faisaient des choses connexes, donc pour devenir enseignant et autres. Première chose, moi je disais, je n'ai pas fait comme les autres, je fais différemment. D'accord, j'avais un frère qui était en France 3-4 ans plus tôt, et je lui ai dit, écoute, donne-moi, montre-moi un peu les filières qu'il y a. Et il m'a fait connaître alors les nouvelles filières à l'époque, que sont management, communication, marketing, etc. Je lui ai dit, ben alors, quels sont les débouchés, qu'est-ce qu'on en fait et tout ça. Alors il m'explique, vaille que vaille, parce que lui faisait la ressource humaine à l'époque, il m'explique un peu. Et puis, les derniers amis qui étaient avec moi me conseillaient, parce qu'ils disaient que je bavardais beaucoup, de faire peut-être le droit pour faire peut-être l'avocature, ou carrément de faire la musique parce que j'étais très bien musicien. Donc je lui ai dit, bon, je vais faire un faux bon, je ne ferai ni musique, ni rien de tout ça. Alors je vais choisir communication, parce qu'il se dit que communication, bon, à l'époque même c'était bizarre, hein, on faisait même des troncs communs avec les journalistes, parce que c'était pas encore totalement bien structuré comme aujourd'hui, pour que, ben voilà, on sache que la communication d'entreprise, etc., institutionnelle et tout ça, mais on faisait quand même beaucoup de choses, et on se disait, ben, on serait des managers d'entreprise, on va pouvoir prendre parole, peut-être être ministre de la communication, je sais pas quoi, et je me suis embarqué. Donc, véritablement, c'était pas un choix bien mûri en tant que tel, c'était un choix circonstanciel, parce que d'abord j'étais à la quête de nouveautés, d'innovation, de quelque chose que tout le monde n'a pas eu à faire, même si évidemment en ce moment je n'avais pas une très bonne visée de ce que ça allait devenir. Je me suis dit, ben, je me donnerai et puis je verrai bien ce que ça va donner. Bon voilà, donc je me suis inscrit finalement en communication d'entreprise, puis ensuite, bon voilà, quand j'ai fini la communication, j'ai eu un peu de boulot, ça a été un peu difficile décicalement quand même, et puis après je me suis dit il faut faire le management, et voilà, j'ai fait le management après. Et donc voilà, vous nous avez parlé d'un petit moment, voilà, qui annonçait le coaching dans votre vie, mais à quel moment concrètement le coaching apparaît dans votre vie? Alors, la première des choses, c'est que d'abord, le coaching n'est pas pour moi comme un métier, d'abord. C'était venu comme une obligation à un moment donné, parce que quand j'observais les gens autour de moi, je me rendais compte que les gens souffraient un peu trop, que les gens ne comprenaient pas aisément les choses, que les gens ne voyaient pas les choses comme moi je les voyais peut-être. Vous voyez, entre-temps, quand j'ai eu la licence en communication, je voulais travailler à MTN, les gens me disaient que non, pour travailler à MTN, il faut d'abord connaître quelqu'un, il faut peut-être participer avec ceci ou être dans telle secte et tout le reste. Mais moi j'ai été recruté à MTN sans rien de tout ça, sans connaître personne et peut-être sans avoir rien fait. Je ne me suis pas compromis, quoi. Et j'ai fait 2 ans et demi, j'ai démissionné, ça m'a même surpris les gens. Et je trouve facilement la possibilité de faire telle ou telle chose. Mais je voudrais venir à un truc aussi quand même, c'est que au moment de ma descente aux enfers un peu, où je ne comprenais vraiment rien, où je détestais peut-être tous mes parents, où j'ai écrit un livre sur ma mère, le titre c'était « Dites à ma mère de mourir ».
parce que je souffrais énormément, c'est pas faux, je souffrais énormément qu'on vienne un peu à m'écarter de la famille, alors que je pensais que je ne faisais pas mal, j'étais pas un bandit, j'étais pas un voleur, j'étais pas malhonnête, c'était un choix de vie tout simplement. Alors donc, j'ai rencontré un ami qui m'a offert un livre sur le développement personnel à l'époque, et j'ai lu ce livre. Et je me suis dit, ben écoutez, et si vraiment ce qui était là était vrai, alors je mettrai ça en pratique pour voir ce que ça va donner. D'accord? Et en mettant en pratique, je pense que c'est ça qui m'a ouvert l'esprit aussi. J'ai dit, mais tiens, mais les gens ne voient pas les choses comme ça, il y a un problème. Mais jusque-là, je ne faisais rien de tout ça. J'ai continué tranquillement mes choses, j'ai fait MTN. Évidemment, à MTN aussi, il y avait bien des formations en développement personnel, en APAT et tout le reste. Mais ensuite, quand j'étais à la télé, je me suis trouvé à être chroniqueur de l'éducation, parce que j'ai fait la psychologie entre autres aussi, à devenir chroniqueur sur tout ce qui concernait la psychologie de l'enfant. À la télé, à la télévision nationale du Bénin, notamment de la matinale qu'on appelait Bonjour Citoyen, qui fut une excellente aventure également. J'ai lu peut-être 200 livres en éducation des enfants, en psychologie et tout ça. Mais c'était passionnant parce qu'il fallait être, il faut connaître le nez plus ultra de la science, il faut peut-être mieux comprendre. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne maîtrisaient pas les petits détails de ces choses-là. Donc, à donner des conseils aux parents, parce que pour devenir père et mère, c'est totalement l'instant d'un plaisir. Alors que pour devenir médecin, il faut l'apprendre, même pour devenir benskina, il faut l'apprendre, vous voyez, sinon on se foirait sur la route. Alors je me suis rendu compte qu'il y avait faute à faire pour aider les gens, pour que les gens puissent améliorer leur quotidien. C'était comme ça que ça commençait. Les gens ne commencent pas m'appeler pour des conseils et tout le reste, mais je continue ma carrière tout simplement. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que il fallait peut-être faire une certification pour qu'officiellement je ne sois plus un coach à moitié, etc. Il fallait faire une certification. Et quand j'ai fait la certification, ça m'a beaucoup aidé aussi dans la manière de conduire les adultes, les humains en général. Et c'est peut-être ça qui m'a définitivement poussé à le faire. Mais jusque-là, je ne suis pas satisfait parce que je me suis dit que les gens pourraient venir à des formations une fois en passant, ils pourraient être impactés partiellement. Même si je suis vraiment coach, si je suis vraiment quelqu'un qui pourrait impacter les gens, il faut bien que je mette ça en pratique moi-même. Et donc du coup, je me suis dit, ah ben alors je continue pas à être directeur d'entreprise, à condition que je puisse apporter ce que les autres n'apportent pas en entreprise. Et là, ça me permettra de mettre en œuvre ouvertement et de façon certaine tout ce que je pourrais connaître modestement et tout ce que je pourrais apporter aux gens de façon beaucoup plus efficace. Donc, avoir du résultat dans la vie de tous les jours et surtout dans la vie d'entreprise, parce que là, on peut quantifier, on peut voir. D'accord, ça n'est pas peut-être de la théorie oiseuse ou vaseuse où on va monter des rêves aux gens, machin et tout ça. Non, non du tout, il faut pouvoir faire exactement ce que l'on dit aux gens. Voilà c'est pourquoi, définitivement, je me suis dit, il fallait le faire, parce qu'on se sent investi par l'obligation morale d'aider ceux qui sont en souffrance, sinon c'est non-assistance à personne en danger. Les gens sont beaucoup trop en danger dans la société, les gens souffrent énormément, les gens sont perdus, évidemment. Et quand on a la possibilité de voir cette souffrance, de la comprendre, parce que peut-être on est passé aussi par là, on se dit, il faut faire quelque chose. Je pense que c'est modestement ça qui me motive tous les jours aussi. Et donc, voilà, vous avez fait tout votre parcours, semé d'embûches, certes, mais on ne peut pas, en fait, on n'arrive pas à comprendre comment un homme comme vous aujourd'hui, à la carrière d'aujourd'hui, a pu se faire sans être impacté par une personne proprement dite, ou encore par un commun. Comment vous expliquez cela? Est-ce qu'il faut être super fort ou bien avoir un moral, je sais pas moi? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je ne pense pas que j'étais super fort. La vie elle-même vous plonge dans des situations qui vous obligent à prendre conscience de certaines choses et à avancer. Je pense que mon parcours n'est pas dû à moi-même. J'ai subi mon parcours. Et c'est ça qui fait que parfois, parce que moi je suis chrétien après, je me dis qu'il y a une main invisible qui guide les choses. D'accord? Donc il n'y a pas de gloire à en tirer, puisque je ne suis que moi-même spectateur de ce qui arrive. Alors, la vérité c'est que, je vais quand même vous dire, je vais vous faire certaines confidences. Juste après mon départ du séminaire, j'ai connu une difficulté importante sur le plan de la maladie et on m'a opéré. J'avais la plénitonite. En fait, c'est l'appendicite, mais ça s'est éclaté. Alors, à l'époque, 95-98% des gens qui avaient la même chose mouraient. Et on est parti à l'hôpital.
j'ai fait environ 2 semaines en salle de réanimation. J'ai fait environ 3 semaines, 4 semaines en soins intensifs. Et là-bas, je voyais les gens mourir tous les jours. Au moins 3-4 personnes mouraient tous les jours. Je ne savais plus que j'avais des chaînes en or ou que j'avais une montre, que j'avais des chaussures. Je ne savais rien de tout ça. Je ne savais pas s'il faisait jour, il faisait nuit, je n'avais rien de tout ça. J'étais assujetti ou totalement dépendant d'un respirateur. D'accord. Là-bas, personne ne cachait son sexe ou ne voulait montrer qu'il avait un drap plus cher que les autres. La vie vous plonge donc dans le néant véritable. Et quand vous sortez de là, vous êtes humble. Vous comprenez que les choses ne sont pas comme ça devaient être. Vous voyez? Donc ce n'est pas en lisant un livre que vous comprenez qu'il faille être humble. La vie vous écrase et vous montre le néant de l'humanité, en fait. Et donc quand vous sortez de là, et que maintenant vous devez traverser des situations de la vie, ne pas manger, il m'est arrivé quand j'étais étudiant de ne pas avoir à manger, de passer des jours entiers sans manger. Donc je sais ce que c'est, vous voyez, de ne pas avoir de l'argent, de manquer de tout véritablement. Je donnais des cours de maison, moi qui ai fait la A et tout le reste, je donnais le premier cours de maison que je ne commence pas donner, c'est en mathématiques, en 3e. Vous voyez, pour une famille qui était riche et qui me payait, je crois, 30 000 à peu près. Alors, je faisais à pied environ peut-être 6 km pour aller voir cette jeune fille qui aujourd'hui est en Europe pour lui donner des cours de mathématiques. Cela suppose que je lisais moi-même et je refaisais tous les exercices en mathématiques avant de me présenter devant cette jeune fille à l'époque. Et quand je marchais 6 km pour venir là-bas, la première chose qu'elle faisait, c'était me donner de l'eau fraîche et de mettre en marche le climatiseur parce que j'étais tout trempé. Vous voyez. Mais quand j'ai fait ça durant 1 mois, 2 mois, j'ai dit cette affaire c'est compliqué, j'ai abandonné. Vous voyez. Donc je me dis que ça n'est pas parce qu'on a forcément une volonté, je veux dire, très forte d'avoir une mentalité forte, non, un mental fort, non. C'est la vie elle-même qui vous corse. Et je profite pour dire que tous ceux qui souffrent dans la vie, tous ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre, ils ont un grand destin, ils ne savent pas. Voyez-vous, pour former un policier, peut-être au bout de 6 mois de formation de service militaire, on leur apprend 2 ou 3 choses, et ils sont là peut-être pour réguler la circulation. Mais les BIR, les bataillons d'intervention rapide au Cameroun, ne finissent jamais leur formation, et leurs formations sont plus rudes, sont plus compliquées. En fonction de ce que vous allez devenir dans la vie, la nature elle-même se mobilise pour vous donner une formation à la hauteur de ce que vous allez faire. Si vous devez normalement régir la circulation, alors vous aurez peut-être moins de difficultés dans la vie. Mais si vous devez faire des choses plus grandes, alors la vie va se mobiliser pour vous donner, pour faire passer plus d'épreuves, vous voyez un peu. Et donc, pour que vous soyez plus fort, plus endurant, plus dur. Bon, je pense que c'est finalement ce que j'ai compris, par la force des choses. Parce que s'il fallait recommencer, je prierais le ciel de me dire, mais envoie-moi plus de difficultés, parce que c'est ça qui m'a un peu forgé par la force des choses. Donc, je ne vois plus les choses de la même manière. Quand je traverse une difficulté, je deviens plus fort, en fait. Quand je pleure un peu, je deviens plus fort après. Parce que malgré tout, quand même, il ne faut pas ignorer cela. J'avais une seule envie et je savais pertinemment depuis toujours, je ne sais pas qui m'a mis ça dans la tête, je savais que j'allais réussir et que j'allais réussir brillamment. Pour moi, ça, jamais ça ne m'a quitté. Et tous ceux qui m'ont connu peut-être depuis 15, 16 ans, depuis 17 ans, savent que je disais toujours, et peut-être aujourd'hui je continue de le dire, demain sera beau, c'est une certitude. Je ne sais pas comment ça va l'être, mais je suis sûr que demain sera beau. Vous voyez. Donc il y avait quand même, malgré tout, malgré l'indigence, malgré le fait de ne pas avoir suffisamment à manger, même pas avoir à manger tout simplement, il y avait cette envie de surpasser et de vouloir faire mieux. Je pense que c'est ça finalement qui a été le résultat de ce que finalement le mental est devenu plus fort. Parce qu'il faut s'exercer un peu comme on musculerait les muscles, bien sûr, pour pouvoir être plus fort. Donc il faut plus d'exercices, comme d'haltérophilie par exemple, pour avoir des muscles beaucoup plus saliants, beaucoup plus grands. Je pense que la vie nous offre aussi des difficultés à soulever pour devenir mentalement plus fort. Il n'y a pas d'exercice que de tremper dans la difficulté mentalement pour être fort. Alors, rappelons que nous recevons sur ce plateau aujourd'hui M. Marc Ouissou, directeur général à DBS. Alors, M. Ouissou,
on dit que vous impactez voilà, la vie des uns et des autres et puis vous les amenez à un niveau de performance jusque leur inconnu. Bon, on va prendre un cas général. Sachant qu'il y a des têtes qui sont dures ou difficiles de compréhension, comment vous y parvenez? Dites-nous, quel est votre secret? La chose qui est importante, c'est que le cerveau humain est ductile. L'homme peut changer. Les gens pensent que l'homme c'est comme le poisson et que bon, on peut le poisson braisé quoi. Donc on peut pas changer. On peut pas la forme. Non mais c'est pas vrai. L'homme peut changer, quel que soit son âge. S'il n'arrive pas à changer, ce n'est pas lui qui a tort. C'est celui qui devait le changer, qui n'a pas bien travaillé. Donc c'est l'enseignant qui est mauvais. L'élève n'est jamais mauvais en réalité. Donc il faut trouver une passerelle en réalité. Parce que, voyez-vous, il n'y a pas de formule magique. La plupart du temps même, ce sont ceux qui viennent ou ceux à qui vous devez, ceux que vous voulez aider dans la vie, qui viennent avec eux-mêmes leur notice. Vous voyez un peu? Il va falloir être un peu patient, peut-être un peu plus lucide, un peu plus gentil avec eux pour comprendre la notice et savoir exactement ce qu'il faut faire pour que ça marche. C'est tout. Donc, je n'ai pas encore trouvé de personnes totalement invétérées qui soient incapables de changement. Non, je n'ai pas connu. Tout le monde change à condition qu'on trouve la formule et qu'on liaise gentiment. Et surtout, l'homme a quelque chose de particulier. Tous les hommes peuvent vous dire non. Même votre propre enfant peut vous dire non. Alors, pour que ça n'arrive pas, il faut lui donner envie de vouloir vous obéir. Donc, il faut que ce soit heureux pour cette personne de constater pour elle-même que mais c'est bien pour moi ce qu'on me propose. Vous voyez? Donc, ce n'est pas par contrainte, ce n'est pas par force, c'est la personne elle-même qui, dans son fort intérieur, se sent prête à vouloir faire le pas. Et donc, notre rôle à nous autres, c'est de faire en sorte que cette volonté émerge et surgisse pour que ça prenne forme et que ça devienne quelque chose pour la personne elle-même, parce que les bénéfices c'est pour la personne, ça n'est pas pour nous. Dès lors que ça commence par avancer, c'est la personne même qui prend les rênes de sa vie et nous on s'efface, on est heureux de voir la personne évoluer tout simplement. Et donc c'est tout. Donc je pense que je n'ai pas encore trouvé de personnes très compliquées, très complexes, surtout par rapport au leadership. Les gens se soumettent aux gens qui peut-être ont des valeurs ou qui ont des choses à leur apprendre. Si vous voyez quelqu'un qui ne se soumet pas à vous, qui n'accepte pas que vous soyez son mentor ou son facilitateur dans la vie et tout le reste, c'est pas la personne qui a un problème, c'est vous qui avez un problème parce que vous n'avez pas, il ne vous sent pas à même de pouvoir la conduire, la personne ne vous sent pas à même de la conduire. C'est un peu comme si nous avons par exemple le permis de conduire à deux et que je vous conduis assez maladroitement, vous allez me dire mon gars, passe à côté, je prends moi-même le volant, bien sûr parce que je vais être en sécurité. Alors dès lors vous vous rendez compte qu'avec moi vous êtes en sécurité et que je peux vous amener à bon port parce que j'ai déjà prouvé, parce que j'ai des résultats de ma vie par exemple et parce que je vous ai convaincu, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous affaler, vous allez dormir parce que vous êtes sûr que vous n'allez pas finir sous un camion en fait. Au moins vous allez rentrer à la maison saine et sauve. Voilà. De vous, j'ai reçu beaucoup d'expressions parmi quelques-unes. Je pense et je suis persuadée que demain sera beau. Nous sommes appelés à l'excellence. Est-ce je veux dire des phrases de motivation, des leitmotifs pour vous ou pour ceux qui vous côtoient? Pourquoi avoir autant d'expressions comme ça? Avec ça, on pourrait écrire un livre. Pourquoi employer autant d'expressions? Voilà. Ça n'est pas que des expressions, c'est l'état profond de mon être. D'accord. Je pense et j'extériorise, quand ça m'enchante, qu'il est inutile de stresser pour quelque chose qui n'est même pas encore arrivé. Et quand on comprend que nous sommes nous-mêmes parfois plus puissants, peut-être par nos pensées et tout le reste, alors il est plus facile d'attirer ce qui est bon plutôt que d'être là stressé, attirer par contre ce qui est mauvais. Alors, si je peux me façonner de la meilleure des manières, alors je le fais, plutôt que de m'attirer des ennuis. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça. Mais ça vient répondre à une aspiration profonde qui voudrait que sans espérance, sans espoir, on ne pourrait pas vivre. Pourquoi je ne me suis pas ôté la vie il y a 17 ans? Il y a 16 ans? Parce que j'ai compris que demain sera beau. Et tous les jours, quelle que soit la situation, je pense que c'est une grâce et demain sera beau. Donc ça devient mon être profond en réalité. Donc ce n'est pas des expressions pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est donc le témoignage de toutes les actions que je pose. Donc tous ceux qui me vivent peut-être modestement au quotidien savent que
je ne suis pas un théoricien. Je passe à l'acte. D'accord? Je vous donne juste un exemple. ABK Radio, vous l'avez notifié tout à l'heure. Tous mes collaborateurs, y compris mon patron d'antan, ne voulaient pas que je lance la radio ce jour-là. Parce que tout le monde pensait qu'on n'était pas prêt. Et figurez-vous, il y a une délégation de mes anciens collaborateurs parce qu'ils m'aimaient un peu trop, sans doute. Ils ne voulaient pas que j'échoue parce que je suis le leader chouchou. Bon, c'est Mac qui a toujours bien fait. Oui, voilà, ça marche. Donc, pour eux tous, c'est que j'allais échouer. Alors, ils ont fait une délégation, me voir le samedi nuit, avant le lundi, parce que c'était un lundi qu'on a lancé, le 20 novembre, un lundi. Et le samedi nuit, ils ont attendu, parce que j'étais à faire d'autres choses au bureau, ils m'ont attendu jusqu'à 21h pour dire, DG, nous sommes venus vous dire que nous nous aimons trop. Ne lancez pas lundi. Parce que vous allez échouer. Si vous échouez, nous allons tous échouer. Parce que nous rêvons avec vous. Et je leur ai dit quoi? Je leur ai dit, il vous arrive de lire les livres de développement personnel. Alors vous allez le voir, grandeur nature. Le lundi, je lance. Parce qu'il n'y a pas un temps pour que les choses marchent. Il n'y a qu'une volonté, il n'y a qu'une audace. Et il faut que ça aille jusqu'au bout. Et ce lundi, j'étais la première personne à parler dans le micro à la radio. Et pendant que je parlais, figurez-vous, ça a été l'émission la plus complexe et la plus compliquée que j'ai jamais tenue moi-même. Parce que c'était au cours de cette émission, quand on faisait encore les derniers réglages des micros, dont je me devais de fermer les yeux, parce qu'il y avait 4 à 5 techniciens qui étaient dans le studio, qui allaient, qui venaient, qui sortaient, qui venaient, etc. Et je me devais de fermer les yeux, parce que je n'ai pas le choix. Il faut que ça se passe. Et quand je finis, moi, ma petite émission, c'était Faire un pas avec Mawessou, à la radio, l'animateur de la matinale, qui est là jusqu'aujourd'hui, je pense, l'animateur de la matinale, c'était deux, ils sont venus me voir dire, DG, c'est parce que c'est vous qu'on fait. Sinon, on ne l'aurait jamais fait. On l'aurait pas fait. Vous voyez, c'est ça le truc. Des gens qui croient en vous et qui voient que vous ne leur indiquez pas le chemin. Vous l'empruntez vous-même. Parce que j'étais au charbon moi-même. Avec toutes les incertitudes possibles. Et 3 mois plus tard, rassurez-vous, la radio était écoutée partout dans la ville. C'était un succès. Vous voyez, donc tout le monde était content et tout le monde pensait que c'était le mois idéal pour lancer. Vous voyez? Donc c'est pour dire que c'est modestement ce qu'il faut faire au quotidien pour que ça ne soit pas seulement de 20 mots, mais que l'on mette en pratique. Et c'est ce que le grief que j'ai contre tous mes amis coachs également. Pour dire, c'est très bien de dire tout ce qu'on dit, les gens en ont besoin. D'accord? Parce que nous mourrons faute de connaissances. Nous sommes totalement ignorants, c'est pas faux. Mais au-delà de ça, nous avons besoin d'un niveau beaucoup plus élevé, mettre en pratique ce que nous faisons nous-mêmes. Et en tant que tel, les gens nous verront. Et ils croiront, et ils feront, je pense. Donc c'est modestement ce que nous faisons. C'est très compliqué aussi parce que vous ne vivez plus pour vous-même, vous vivez pour les autres aussi parce que les gens vous voient tout le temps et vous n'avez pas droit à l'erreur. Et c'est ça aussi qui est challengeant. C'est très intéressant aussi. Allons donc dans le sens de l'échec par exemple, des difficultés, hormis celles qui étaient familiales, voilà, d'antan, combien en avez-vous rencontré? En fait, citez nos quelques difficultés que vous avez rencontrées maintenant tout au long de votre parcours, voilà, professionnel et puis pourquoi pas dans la vie aussi, mais celles qui se sont passées après celles du séminaire. Alors, les difficultés, il y en a des tonnes, il y en a des tonnes, il y en a des tonnes, il y en a des tonnes tous les jours. Il n'y a pas un jour sans difficulté. D'ailleurs, tenir de passer toute une journée et de ne pas se compromettre et de prendre espoir pour que le lendemain on puisse tenir, c'est déjà une difficulté en soi. Ne pas, à un moment donné, vivre dans la solitude du manager, du leader, où personne ne te croit, où tu prends les risques tout seul, où tout le monde est contre toi, figurez-vous, où les gens ne comprennent pas, ils pensent que tu es un peu compliqué, etc. Tout ça, c'est des difficultés en soi. Donc, maintenant, le problème, c'est que j'aurais du mal à évoquer des difficultés aujourd'hui, parce que chaque fois que je passe des étapes, je ne les vois plus comme des difficultés. C'est comme des escaliers, vous voyez un peu ce que je veux dire? Alors, je ne veux pas dire maintenant que ma belle famille était contre moi et que voilà, j'étais contre tout le monde. Non, c'est pas ça. Je n'ai jamais vu après coup des gens qui m'ont fait du mal ou que des difficultés que j'ai eues particulièrement. Non, pas du tout. Pour moi, musique, ça faisait partie. Vous savez, en musique, on parle des accidents. Les notes qui sont les notes accidentées, comme des bémols, des dièses, pour les musiciens, ils vont savoir. Il y a des bécards, il y a tout ça. C'est des accidents. Mais les accidents de la musique dont sur une portée font partie, bien entendu, de la musique. Vous voyez, les contretemps ne sont pas de nature à dénaturer la musique, non, pas du tout. C'est à améliorer et à donner une musique bien précise. Donc, dans ce cas, je pense que
toutes ces difficultés à les évoquer aujourd'hui, peut-être ça fera trop compliqué, mais dans mon esprit véritable, ça, tout s'est évanoui. Et donc, je n'ai pas de regret particulier pour dire... Oui, j'ai connu des chefs d'entreprise, je veux dire des patrons, parce que j'ai eu la chance et la grâce d'avoir été très tôt, disons, DG d'entreprise, déjà peut-être à l'âge de 27-28 ans, j'étais déjà DG. Ah, c'est bizarre, le premier comptable... directeur financier que j'ai connu était comme mon père, il avait déjà plus de 56 ans, moi je n'avais que 27, 28 et j'étais DG. Vous voyez, mais j'ai connu donc des PDG avec qui je ne me suis pas entendu, qui m'ont imposé des choses ou à des moments c'était compliqué. Même après ma démission, peut-être m'ont poursuivi, m'ont fait des choses, etc. Mais écoutez, ça fait partie du game, ça fait partie du jeu. C'est ça qui fait que ça rend encore plus excitant. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde ne pourra pas faire le parcours que vous faites. Tout le monde ne peut pas être leader. Vous voyez un peu? Il y a des moments où vous rentrez à la maison et vous vous dites, mais pourquoi j'ai fait tout ça? Parce que parfois vous faites ça et les gens ne sont même pas, ils ne sont même pas d'accord. Vous voyez, moi finalement je me suis déjà petitement spécialisé dans la gestion des entreprises en crise. Oui. Parce que ça devient plus compliqué. Pour moi, c'est déjà trop facile de gérer les entreprises normales. Pour moi, c'est trop facile. J'aime toujours des choses compliquées, complexes. Et donc, je préfère des entreprises en faillite ou qui sont vraiment en difficulté pour que je les relève véritablement. D'accord? Mais écoutez, la plupart du temps, quand vous venez en entreprise, qu'est-ce que vous faites? Vous peut-être vous chassez des gens. Parce que vous les restructurez, vous faites un audit, par exemple, de ressources humaines pour voir qui est à son poste, qui n'est pas à son poste, etc. etc. Vous savez ce qui passe? Mais on est en Afrique, madame. En Afrique, vous pouvez renvoyer quelqu'un, malgré tout, mais il vous cherche dans la sorcellerie. Mais il vous lance quelque chose. Mais c'est compliqué, etc. Les gens vous en veulent pour rien. Des gens, vous voyez un peu, voilà, ça fait partie de la difficulté. Et pourtant, c'est pas parce que vous ne les aimez pas, c'est pas parce que vous préférez tel ou tel. Mais ça fait partie du game, en fait. Si vous ne faites pas ça, pourquoi vous êtes chef? Vous voyez, si je rentre à 1h du matin presque tous les jours, alors c'est ça qui fait que vous êtes chef. Oui. Et que vous n'êtes pas autre chose que d'être chef. Mais voilà. Donc moi je pense que oui, il y a vraiment beaucoup de difficultés parce que souvent les gens pensent que non, tout a été facile. Non, j'ai été à l'école sans chaussures de temps en temps. Oui, je faisais partie d'une famille assez pauvre. Mon papa disait qu'il n'était pas misérable, mais il était modeste. Voilà. Donc, mais on était dans une famille nombreuse, mais en même temps très pauvre. On n'avait pas la chance d'avoir les livres, les cahiers comme tout le monde facilement. Parfois on nous chassait à l'école parce qu'on n'avait jamais payé à temps la contribution, etc. Oui, on a connu tout ça. Mais il est possible de quitter de rien du tout et de gravir tous les échelons. Ce sont les gens eux-mêmes qui n'ont pas suffisamment de volonté et qui se mettent des barrières et qui pensent que il faut peut-être mettre la main quelque part, il faut peut-être il faut coucher avec tel, etc. Il faut son compte. C'est pas vrai. Et je me suis dit, il faut que je prouve que c'est possible de le faire. Et je le prouve à moi-même d'abord, à la base. Avant de pouvoir dire aux gens, c'est possible, parce que j'ai pu le faire. Pas parce que j'ai lu dans un livre, parce que moi-même j'ai écrit dans un livre. Non, pas du tout. Mais parce que j'ai pu faire, je peux dire c'est possible. Et je peux dire aux gens, plus précisément, il y a quand même des difficultés sur le terrain. Donc fais attention, parce que tu vas peut-être rencontrer telle chose. Et moi, voilà modestement ce que j'ai fait. À toi d'être plus intelligent et de voir comment tu vas adapter ça, cette solution. Wow. Il y a des sujets que vous abordez de façon un peu remontée. Je voudrais continuer dans ce sens et demander qu'est-ce qui vous révolte, voilà, qu'est-ce qui vous révolte le plus dans la société d'aujourd'hui, dans le cadre professionnel notamment. Alors, ce qui me révolte, je vais le dire, c'est que les gens ne maîtrisent pas le code du travail. Non, c'est pas exactement ça. Le travail a des codes, pas le code conventionnel du droit. Non, je ne parle pas de ça. Le monde du travail, bien entendu, a des codes. Et ça me surprend que les gens ne connaissent pas ce code. Vous voyez? Et les jeunes, notamment, vivent aujourd'hui dans le chômage et tout le reste. Mais c'est seulement parce qu'ils sont ignorants des codes, de comment le travail fonctionne. Premièrement, ils cherchent les diplômes alors qu'il fallait chercher la compétence. Je vais vous dire une chose. Maintenant, parce que je m'évêtue tous les jours à
travailler à relever les entreprises, je me rends compte, bien entendu, qu'il y a très peu de gens compétents. Parfois, pour des domaines bien spécifiques, vous avez du mal à trouver des gens compétents. Non, les gens diplômés, vous en avez trouvé des tonnes. Hein. D'accord, qui a master, qui est ingénieur, qui a le doctorat et tout ça, mais ils n'ont pas la consistance, ils n'ont pas la compétence. Hélas, le diplôme n'est qu'une présomption de compétence. Mais au pied du mur, on se rend compte qu'ils ne savent pas utiliser leur truelle. Ils n'ont pas la compétence du maçon. Et donc, ça pose un véritable problème. Je pense que c'est là qu'il faut d'abord commencer par changer les choses. Première chose. Deuxième chose. Les gens veulent peut-être vivre avec des contre-valeurs. En pensant par exemple qu'il faut qu'ils finissent peut-être l'université et qu'ils gagnent tout de suite 500 000, 1 million, 800 000, etc. Qu'ils soient directeurs du jour au lendemain, qu'ils achètent une voiture, qu'ils achètent... Mais ils n'ont rien compris parce que c'est contre nature. La nature nous enseigne que quand on sème, il faut d'abord du temps pour que ça germe, pour que ça grandisse, etc. pour porter du fruit. Il y a un temps où il faut avoir le courage de savoir que on va rien gagner, on va semer. Ou peut-être vous faites un stage gratuitement, ou vous faites employer gratuitement. Les gens ne comprennent pas ça. Et il y a un temps où vous allez gagner 50 000. Parce que même en marketing, on va dire, il faut se faire connaître, pour se faire aimer, pour se faire, disons, adopter. Alors si vous êtes le plus brillant, le plus talentueux au monde, et que personne ne vous connaît, alors rassurez-vous, personne ne vous choisira. Ça veut dire qu'il faut se laisser voir, il faut se laisser découvrir. Et pour se laisser découvrir, l'une des pistes les plus simples à explorer, c'est d'aller en entreprise gratuitement, peut-être en stage professionnel. Et croyez-moi, si vous êtes vraiment brillant, vous n'allez même pas finir votre stage professionnel avant qu'on vous donne un emploi, avant qu'on vous donne un contrat pour dire, écoutez, monsieur, restez tout de suite. Parce que tout le monde aime ce qui est bon. Et c'est pas fini. Même si vous êtes talentueux, il faut avoir des valeurs. Et ces valeurs aujourd'hui disparaissent dans nos sociétés. Les gens sont malhonnêtes. Les gens sont irrespectueux. Vous voyez, les gens sont mal polis. Et vous voyez, quel que soit votre talent, si vous êtes impoli, si vous êtes mal éduqué, si vous êtes irrespectueux, si vous êtes malhonnête, personne ne voudra de vous, en fait. Et ça va vous handicaper dans votre ascension sociale, au moins professionnelle. Parce que votre patron ou peut-être les collaborateurs veulent aussi vivre avec des gens normaux, des gens qui leur facilitent la tâche. Vous voyez? Et il y en a de moins en moins. Les gens sont très arrogants, les gens sont très suffisants. Pour peu qu'il ait 100 000 francs le mois, il est gonflé. Il pense qu'il est le nombril du pape, etc. Vous voyez, voilà les vrais problèmes qui, moi, m'énervent. Et en même temps, la plupart du temps, les médiocres finissent par prendre la place des meilleurs. Des meilleurs. Mais vous savez pourquoi? Si les plus brillants n'occupent pas l'espace, oui, quelqu'un d'autre va l'occuper à leur place. Vous voyez un peu? Oui. Et il se fait donc que les entreprises parfois sont gérées par des gens médiocres et qui, malheureusement, pour maintenir leur médiocrité et maintenir leur hégémonie sur les autres, ils sont obligés d'ériger d'autres normes qui ne sont pas des normes conventionnelles dans l'entreprise. Oh, il faut coucher avec tel, il faut faire ceci, il faut rentrer dans sa secte, il faut faire, etc., etc. Vous voyez? Il faut donc que les uns les autres se mobilisent à être brillants, à occuper l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a de la place pour des gens brillants sur cette terre. Il y a de la place pour des gens compétents. Il y en a. Vous voyez? Et je suis désespéré parfois de constater que les gens ne comprennent pas. Ça me révolte énormément. Ça, c'est pour dire uniquement ce qui se passe en entreprise. Bon, maintenant pour la société, tout me désole aujourd'hui. Hein. Totalement, tout me désole. Oh, parce que tout le monde a démissionné, parce que nous sommes maintenant comme à l'état nature, comme Hobbes va le dire, Thomas Hobbes. Ben voilà, l'homme est un loup pour l'homme, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, il y a des conneries sur terre que je ne comprends même plus, parce que le monde est devenu fou. Le monde ne réfléchit plus. Les hommes ne savent plus à quel sens se vouer. Les gens s'embrouillent, se détruisent eux-mêmes sans le savoir. On parle d'émancipation, des conneries, des idioties. On parle de je ne sais pas quoi. De toutes les conneries, d'homosexualité, où on nous oblige à
accepter ce qui est contre nature. Alors que la femme est belle. Ah, écoutez, si moi je devais être homosexuel, je serais devenu prêtre peut-être. Je vais dire quoi? Si la femme ne m'intéressait pas, je serais devenu prêtre tranquillement. Mais la femme est belle, mais on entend nous croire que non. Deux hommes, des idiots, peuvent se mettre ensemble, il n'y a pas de problème. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, ils sont libres. Et nous, on n'en est pas libre de dire non. Vous voyez comment c'est stupide? Où est-ce qu'on va? Je pense qu'on va se détruire tout seul. On est en train de s'enfoncer dans le mal. Et c'est ça le problème. Et vous vous rendez compte? C'est ça qui est appuyant sur lui aujourd'hui. C'est ça qu'on nous impose. Et qu'on tente à nous imposer. Les malhonnêtes sont ceux qui réussissent. Vous voyez, les idiots, ce sont ceux qui réussissent. Les menteurs, ce sont ceux qui réussissent. Et donc, même nous, les parents, nous sommes là à dire aux enfants, mais vous devez malhonnête un peu, quoi. Vous voyez, intéresse-toi à l'argent, etc. Même le modèle de réussite n'est plus ce que ça devait être. Pour réussir aujourd'hui, il faut avoir beaucoup d'argent. Vous voyez? Pourquoi on me respecte encore en tant que dame, on va dire, là quoi? On est venu avec quelle voiture? Vous voyez comment l'homme est devenu fou en réalité. Donc, honnêtement, tous les jours, c'est un SOS. C'est un SOS. Des parents qui ont échoué. Des religions qui ont échoué. Pas de Dieu, Dieu n'a pas échoué, mais des religions. Et de toute la société qui pédale et qui s'embrouille dangereusement. Ça fait mal. Mais je me dis, tant qu'à le faire, il faut continuer, il ne faut pas désespérer. Parce que si on ne fait rien, on va connaître pire en fait. Donc il faut peut-être le faire sans relâche, le dire sans relâche, convertir des gens, aider d'autres personnes à comprendre. Donc quel est votre plus gros challenge dans ce sens-là? Dans la vie? Oui. Je pense que mon plus gros challenge, parce que toute la vie il y a un challenge, l'un de mes plus gros challenges, c'est modestement faire en sorte que tous ceux qui auront la chance ou la malchance, ou l'heureuse malchance de me croiser dans leur existence, soient impactés positivement. C'est le plus grand challenge. Que je ne pose pas les yeux sur quelqu'un un jour et que je sois, disons, le motif de sa destruction. Vous voyez? Et que je ne puisse pas être utile à quelqu'un. Je pense que ça sera un gros chagrin pour moi. Donc, donc, vous voyez, ça devient très complexe. Oui. Ça devient très complexe. Ça devient très complexe. Je crois que c'est un challenge. Je pense que déjà, ça, modestement, c'est possible. On n'a pas à se jouer les héros, à penser que bon, on va changer le monde. Non, pas du tout. Mais je voudrais sincèrement que tous ceux qui ont l'heureuse malchance, et je pèse le mot, l'heureuse malchance de me croiser, soient impactés positivement. Ça veut dire qu'il faut que ma vie soit modestement une vie d'impact. À cet allure-là, tout le monde va courir vers vous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont des vies d'impact également. Donc, on ne souffrira de rien. Il y a tellement de personnes qui font mieux que moi déjà, et d'ailleurs, et que nous, tous ensemble, on puisse faire beaucoup de choses ensemble. Alors, vous êtes parti de rien pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui, avec un chemin que l'on ne nomme plus semé d'embûches. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez réalisé jusqu'à aujourd'hui? Je ne suis pas satisfait. D'abord, pour tous mes collaborateurs, tous ceux qui me vivent au quotidien, ils savent que je suis un éternel insatisfait. Je ne suis jamais satisfait. On peut plus, on peut toujours plus, on peut toujours plus. Donc, non, moi, je n'ai jamais pensé que mon parcours était déjà bon. Non, pas du tout. Sur 100, peut-être j'ai 15, peut-être j'ai 20. Vous voyez, tout est à refaire. Tout est à faire en réalité. Donc je ne suis pas du tout satisfait. En revanche, si je me renvoie une trentaine d'années en arrière à Osokodjo, dans un village perdu quelque part au Bénin, où enfant nous étions ensemble avec d'autres frères, d'autres sœurs et tout ça, je ne pensais pas pouvoir être autre chose que être peut-être enseignant, peut-être les plus grands du village, ou peut-être prêtre. Je n'ai jamais pensé peut-être m'acheter une montre de 10 000 francs, par exemple. Donc, si en ce moment, je me projette par rapport à aujourd'hui, je pourrais dire que
j'ai fait du parcours, j'ai fait un parcours. Donc, je disais, mon frère, que tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est peut-être un bonus. Parce que ce que nous demandions autrefois à Dieu, c'était avoir un vélo rouge. J'ai demandé ça, Dieu ne m'a pas donné. J'ai demandé à avoir des baskets, il ne m'a pas donné. Vous voyez, c'est les prières que nous faisait. Papa disait, priez, Dieu va vous donner tout ce que vous demandez. Moi, j'ai demandé le vélo rouge et j'ai demandé les baskets que je n'ai pas eu. Avec cette frustration, je me dis, aujourd'hui, je peux m'acheter un vélo rouge. Je peux m'acheter peut-être des baskets. Vous voyez? Donc, par rapport à ça, je peux dire que j'ai un parcours. Mais moi-même, personnellement, aujourd'hui, maintenant qu'on parle, non, je ne suis pas satisfait du tout. Je regarde en arrière, ça me rassure peut-être, parce que j'ai l'impression que on a fait du chemin. Mais ce qui reste à faire est tellement plus grand que ça annule automatiquement toute satisfaction au présent. C'est l'obligation de redoubler d'efforts pour aller plus en avant. Je vais vous faire une confidence. Depuis que je suis né, je n'ai pas encore atteint l'objectif dont je me suis réjoui pour dire « Waouh, je l'ai fait, je vais encore faire ». Vous voyez, c'est bizarre quand même. Hein? Quand mes équipes finissent par atteindre l'objectif, je fête, je souris, je leur dis bravo et tout ça. Mais à moi-même, je n'ai jamais encore dit bravo. Parce que je pense que je n'ai jamais sauté de joie pour dire « Waouh, je l'ai fait ». Non. Parce que pour moi, je me dis, ce n'est pas encore ça. Il faut encore un peu plus. Il faut encore un peu plus, je pense. Nous rappelons que nous recevons M. Ouissou, directeur général à DBS. Marc, vous dites que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez eu à réaliser jusqu'aujourd'hui. Mais pour beaucoup, pour nombre de Camerounais et puis d'Africains, voilà, qui vous regardent, on dirait que vous avez une belle vie. On peut dire que vous avez réussi. Quand vous dites que vous n'êtes pas satisfait, on a l'impression, voilà, que vous vous foutez de la gueule un peu de ceux qui ne sont pas comme vous aujourd'hui, voire peut-être vous êtes insensible aux situations. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, pas du tout. Alors, non, pas du tout. Alors, la première des choses, c'est qu'ils doivent comprendre que c'est moi qui donne mon avis, en fait. Ça n'empêche pas le leur. Leur avis aussi comptera. Alors, vous savez ce qui est intéressant sur cette terre, chacun se fait une réussite. Chacun pense là où il veut aller. Quelqu'un pense que avoir Flore dans son lit, c'est déjà une réussite, quoi. C'est déjà, il a atteint son objectif, c'est super intéressant. Quelqu'un d'autre pense que quand il a son bac ou il a le BTS, etc., c'est bon. D'aucuns pensent que non, être directeur général dans leur vie, c'est super bien déjà. Vous voyez un peu. D'aucuns penseraient que être président de la République, c'est ça le summum, le summum, le summum. Vous voyez. Mais tout ça, pour moi, n'est pas l'expression de la réussite parfaite. Parce que pour moi, la vraie réussite, c'est finir son parcours sur la terre en ayant impacté le plus de personnes, en fait. En faisant de sa vie un chef-d'œuvre, en réalité. Pour que cela devienne modestement peut-être une œuvre d'inspiration pour les autres. Pour que les gens se retrouvent et qu'ils sachent que peut-être quelqu'un a souffert plus qu'eux. D'accord? Quelqu'un a été combattu plus qu'eux. Et pourtant, il a pu faire ce petit parcours. Et c'est ça qui est important. Donc, de ce point de vue, oui, aujourd'hui, comme je veux dire, pour moi, être capable de payer, d'avoir une maison, d'avoir une belle voiture, d'avoir peut-être de beaux habits, n'est pas synonyme pour moi de réussite. Vous voyez un peu, bon, on n'est pas... Si c'est sur ce plan, bon, on peut dire, je ne suis pas Badampulo, c'est lui le plus riche de l'Afrique francophone. Non, même si je suis son DG aujourd'hui, bon, voilà. Mais la vérité, c'est que, pour moi, ce n'est pas ça, réussite. D'ailleurs, le mot réussite vient du latin reuchita, qui veut dire mettre hors d'eux. Okay. Vous voyez, je ne pense pas que je sois déjà hors d'eux. Je pense que je suis encore en chemin. Je n'ai pas encore livré la copie avant qu'on ne note. Peut-être c'est le jour où je vais mourir que les gens pourront noter. Pour dire, évidemment, il a eu 5 ici, il y a eu 10 ici, il y a eu 20 là-bas. Donc, pour moi, tant que le parcours continue, il n'y a pas à célébrer quoi que ce soit. Donc, c'est de ce point de vue-là. Mais je ne suis pas à les mépriser, pas du tout. Au contraire, ça devait être pour eux une motivation supplémentaire pour dire que si lui, modestement, a la possibilité de faire ça, et il pense qu'il n'a pas encore réussi, ça veut dire qu'il faut que je me donne plus de chances et d'opportunités à avancer. Je pense que c'est ça, modestement. Non, c'est pas pour les... Et donc, voilà, si on faisait un feedback, votre parcours d'hier, par exemple, et puis celui d'aujourd'hui, quelle est la meilleure époque? Alors, je vais vous décevoir un peu. La meilleure époque pour moi, c'est l'époque à venir. Ah.
l'époque à venir. Je vous ai dit que demain sera beau. Et si sera beau, ça veut dire que par rapport à aujourd'hui, demain sera meilleur. C'est ce que ça veut dire. Donc la meilleure époque pour moi, c'est dans le futur. Et il y a certainement plein de choses, par la grâce de Dieu, que nous pouvons réaliser, que nous pouvons faire modestement sur terre. Il y a beaucoup de gens qu'on va rencontrer, on va beaucoup de gens qu'on va aimer, il y a beaucoup de gens qu'on va aider, il y a beaucoup de gens qu'on va accompagner, il y a beaucoup de gens qui vont nous aimer, qui vont nous aider, qui vont nous accompagner. Il y a plein de trucs, il y a plein de challenges, il y a plein de réussites qui nous attendent, plein d'objectifs, etc. Il y a plein de difficultés que nous devons nous donner la peine à surmonter et qui feront de nous peut-être des gens différents. Vous voyez? Et donc là-dessus, pour moi, tout ce que j'ai vécu par le passé et peut-être aujourd'hui ne sont pas les meilleurs. D'accord, ok. Voilà votre parcours. Aujourd'hui, vous avez une carrière très enviable. Est-ce que vous avez renoué avec votre famille, voilà, ceux qui n'ont pas été d'accord que vous lâchiez le séminaire et tout? La première des choses que je vais dire aux gens, c'est que quel que soit ce qui va se passer, quel que soit le mépris dans la famille, quels que soient les pieds d'achoppement, les mésententes, il faut toujours respecter les gens. Je n'ai jamais manqué de respect à mes parents. Et ça, c'est très important. Même au fort moment de la crise, je n'ai jamais manqué de respect ni à mon père, ni à ma mère, ni à mes frères. Donc mon choix ne devait pas empêcher que je puisse devenir toujours leur enfant. Okay. Parce que voyez-vous, ça n'est pas la guerre. Vous voyez, et les parents parfois de bonne foi. La plupart des parents sont quand même de bonne foi. C'est vrai, il y a des sorciers, il y a des katakata dedans. Mais la plupart sont de bonne foi. Et les parents veulent le meilleur pour les enfants. Donc parfois même, ils sont rigides parce que dans leur pensée, dans leur volonté du moment, ils pensent que c'est ce faisant qui vont vous aider en réalité pour que vous ayez le meilleur. Donc pour ça, et rien que pour ça, on ne devait pas leur en vouloir parce que ce n'est pas par méchanceté. Donc, si moi je pense dans mon coin que je pourrais peut-être obtenir notre meilleur, alors ça veut dire qu'à la fin, nous allons nous rejoindre parce qu'à la fin, nous allons toujours converger vers le meilleur là, en fait. Et donc, du coup, il n'y a pas je vais dire, à faire bataille, à donner bataille, à confondre les uns les autres et penser après que voilà, j'ai réussi, donc je me targue, voilà, vous avez échoué. Non, ça ne veut rien dire, rien dire. Il faut être toujours humble. Et je vous ai dit, celui qui n'est pas humble sur terre va échouer. Parce que la vie nous enseigne l'humilité. Et quand tu te rabaisses, c'est Dieu qui va te lever en fait. Et donc dans la famille, aujourd'hui, non, les choses se sont à 90% rétablies quand même. Il y a des frères qui systématiquement se sont rapprochés de moi. Parce que vous savez, en leadership, on parle par exemple du pouvoir du résultat. Quand vous commencez par voir le résultat, ce sont les autres qui viennent vous voir pour dire comment tu as fait. On ne peut parler même pas beaucoup. Ce sont eux-mêmes parce qu'ils veulent aussi obtenir les mêmes résultats. Et parce que vous les obtenez, à un moment donné, ça force l'admiration. Et ils sont obligés de venir voir mon gars. Dis-moi, toi tu fais mieux comment? Vous voyez un peu ce que dire. C'est ça le pouvoir du résultat. Et donc du coup, au fil du temps, tous mes frères aujourd'hui, et je suis le 8e enfant sur 9. 8e enfant sur 9. Wow. Et le dernier est décédé déjà. Donc je suis le Benjamin de la famille aujourd'hui. Vous imaginez sur 8. Alors, cela suppose que presque tous mes frères, sans exception, me consultent d'une manière ou d'une autre pour le projet, pour le machin. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ça veut dire que ça n'est pas la victoire de Marc, c'est la victoire d'une famille. D'accord? Peu importe celui qui marque le but. L'essentiel, c'est que nous puissions tous nous en sortir. Donc, si moi, je peux aujourd'hui, modestement, aider un frère ou une soeur pour qu'il comprenne ou qu'il accepte peut-être tel problème, parce que parfois, un frère qui m'appelle, comment toi tu fais quand tu as telle difficulté? Hein? Mais moi, quand je fais ça, ben, je joue de la musique et je m'amuse et je dors, quoi. Par exemple, vous voyez, je blague. Mais c'est pour dire que si je peux modestement, et inversement, parce que c'est synalagmatique, je leur apporte comme ils m'apportent aussi. Donc, on est totalement, et c'est familial totalement. Donc, je pense qu'avec mes frères aujourd'hui, non, tout est presque bien. Mais non, dans la famille élargie, bon, il y a toujours des gens qui forcent un peu. Mais jusque-là, vous savez, l'humilité et la compréhension des choses doivent vous amener à faire le premier pas, toujours. C'est très important. C'est le plus grand qui fait le premier. Mais s'il fallait donc retourner en arrière, par exemple, pour changer votre plan de carrière et ne pas avoir vécu tout ce que vous avez vécu, est-ce que vous le feriez? Non. S'il fallait revenir en arrière, je ferais les choses exactement comme je les ai vécues. Sinon mieux.
j'allais demander à Dieu de corser davantage les difficultés. Ouais. Parce que il a fallu ce parcours pour que je sois ici. Vous voyez un peu? Alors ça veut dire que si on notait juste d'un iota, quelque chose dans le parcours, ça allait fausser le résultat, en fait. Tout à fait. Donc, je n'enlèverai rien. Je veux pleurer exactement au même moment où j'ai pleuré. Je veux rire au même moment où j'ai ri. Et sinon, s'il faille demander une grâce à Dieu, c'est de dire, écoute, il faut augmenter un peu plus les études, je vais dire, il faut corser un peu plus l'épreuve. Parce que ça pourrait peut-être donner un résultat meilleur, je pense. On ne va pas vous écouter, hein. Non, mais c'est Dieu qui décide de ça. Mais bon, malheureusement, c'est que je ne retourne pas en arrière. Mais sinon, si ça ne dépendait que de moi, honnêtement, je ferais pareil. Rien, je ne regarde rien. Rien du tout, rien du tout. S'il faut faire, je fais pareil. Je n'enlève rien. Je fais exactement pareil. Sinon, que j'ai plus de difficultés, ça m'arrangerait. Alors, on rentre dans la dernière question de l'émission. Aujourd'hui, peu de jeunes sont enthousiastes quant à leur avenir et puis surtout, à savoir s'ils doivent réaliser leurs projets ou les rêves de leurs parents. Voilà. À ces jeunes-là, quels conseils vous pouvez leur donner? Alors, la chose la plus importante, c'est que le vin est dans le fruit. Le simple fait de ne pas être enthousiaste par rapport à son avenir, c'est déjà un échec. C'est-à-dire signer un pacte avec l'échec. Mais l'avenir est totalement neutre. Il n'est même pas encore là. Pourquoi ne pas être enthousiaste? Est-ce que le présent devait forcément imposer un certain avenir? Non. Le présent, il est présent. Point final. Demain s'occupera de lui-même. Tout ce qu'il faut faire, c'est de semer des choses au présent pour que demain, on puisse espérer récolter d'autres choses. Point final. Donc, il n'y a pas à désespérer. Les conditions du présent ne doivent pas nous amener à désespérer. Au contraire, ça devait nous motiver davantage. Ce sont ceux qui n'ont rien. Ceux qui sont les déniés aujourd'hui. Ceux qui sont méprisés aujourd'hui. Qui devraient en réalité aller puiser au plus profond d'eux, parce que c'est un appel de la vie à se surpasser pour aller réaliser l'irréalisable. En fait, d'aller faire ce que les autres n'ont pas fait. C'est ça en fait. Alors ça veut dire que par rapport aux parents et par rapport aux rêves, vous savez, comme j'ai dit, ça n'est pas forcément pour narguer les parents, parce que parfois les jeunes veulent toujours montrer ils ont la possibilité. Non, pas du tout. Ils vont mieux toujours expliquer aux parents que c'est pas pour leur tenir tête, mais c'est parce qu'on voulait faire mieux. Parce qu'on voyait, on veut réaliser autre chose. Vous voyez, il faut que ce soit un dialogue entre les parents et eux, bien sûr. Mais si au-delà de ça, il n'y a pas consensus et autres, il faut qu'ils sachent qu'au-delà de tout ce que nous faisons sur Terre, il y a le spirituel qui compte beaucoup. Et les parents spirituellement ont une couverture importante. Il n'est pas bon qu'un parent soit là à maudire un enfant tous les jours. Ça risque de lui porter préjudice dans la vie. Et donc, il faut faire très attention qu'un parent ne vienne à te maudire. Parce que quel que soit ce que tu vas faire, tu peux échouer malgré ça. D'accord? Donc, à défaut, il ne faut pas qu'il y ait embrouille. Même si on n'est pas très content, il ne faut pas qu'il y ait embrouille. Et pour peu qu'il y ait une petite solution qui vient à s'améliorer, il faut venir voir papa pour dire, papa, voilà ce que mon premier salaire, je te l'offre, etc. Pour qu'il sente vraiment quand même que c'est pas pour le mépriser ou peut-être lui tenir tête, mais simplement parce que vous pensez que vous pouvez faire mieux. Et à la fin, puisque lui aussi vous veut du bien, alors ça va finir par aller. Donc, il n'y a pas de vocation qui tienne. Il n'y a pas de vocation à devenir prêtre, à devenir enseignant, à devenir avocat, à devenir footballeur. Vous pensez que Dieu aurait créé Eto'o pour courir derrière un ballon? Non. Mais Dieu ne connaît même pas le ballon. Parce que ce sont des carcans humains, ce sont des métiers humains. Mais Dieu nous appelle, nous appelle peut-être à des choses beaucoup plus englobantes. C'est-à-dire que nous avons une vocation à aimer les autres, à améliorer le quotidien des autres. Nous avons une vocation peut-être à sauver les autres, à guérir les autres. Vous voyez? Et si par exemple vous avez pour vocation de guérir les gens, que vous soyez médecin, que vous soyez psychologue, que vous soyez pasteur, vous pouvez toujours guérir les gens. Que vous soyez tradipraticien, vous allez toujours guérir les gens.
Le pasteur ou le prêtre peut imposer les mains et il guérit. Le conseiller matrimonial, le coach peut guérir avec la parole. Avec ce qu'il vous dit, il vous apaise mentalement, il vous permet de voir clair et d'avancer. Vous voyez un peu? Donc, dans nos petits carcans de métier, dans notre petit test de connaissances humaines, de métiers que nous partageons sur Terre, il y a la réalisation sans doute de la mission que Dieu nous a confiée. Donc, il n'est pas à s'offusquer ou à regretter de ne pas faire tel ou tel métier en réalité. Pour être sûr d'accomplir sa mission. Quel que soit le métier, on pourrait bien accomplir sa mission. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, pour cela, donc, il faut donc se rassurer de savoir quels sont ses talents, parce que le talent, c'est sans doute ce dont nous disposons pour les autres. J'ai le talent de bien chanter. C'est pas pour moi que je chante. Je chante peut-être pour guérir quelqu'un, pour encourager quelqu'un, pour réjouir le cœur de quelqu'un, pour améliorer la vie de quelqu'un, etc. Ou peut-être même pour l'aider à passer un moment de sa vie. Et bien sûr, c'est pour les autres que nous avons des dons, que nous avons des talents. Et c'est ça la mission en réalité. Donc, il y a des choses qui peuvent vous passionner, mais la bonne nouvelle, c'est que si vous faites excellemment bien ce que vous faites au présent, il arrivera un temps où personne ne douterait, même pas vous-même, que vous n'ayez été fait pour ça. Okay. Ça veut dire quoi? Si vous êtes menuisier et que vous êtes un super menuisier, toute la terre entière se convaincra, et vous avec, que vous avez été fait pour ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce qu'il y a une vocation à l'excellence, une vocation à s'améliorer au quotidien et à être le meilleur possible. Et donc ça c'est super intéressant. Donc je me dis que aujourd'hui nous sommes convaincus que Eto'o était né pour être un grand footballeur. Vous voyez? Oui. Et donc, parce qu'il a fait excellemment bien ce qu'il devait faire, on ne s'en doute pas. Il est pareil, il est donc la même chose pour tout le monde de savoir que quel que soit ce qu'on fait, si on le fait excellemment, on va réussir brillamment et on va avoir une vie très impactante sur Terre. Donc, il n'est pas tard de faire ce qu'on doit faire et qu'on le fasse bien. Mais si vous avez des passions, investissez-vous à les faire. Et si vous n'avez pas la chance de faire votre passion, faites de ce que vous faites une passion. C'est la même chose. Je répète. Si vous avez une passion, il faut exercer cette passion. Mais si vous n'avez pas la chance de faire ce qui vous passionne, oui, il faut vous passionner pour ce que vous faites. Pour ce que vous faites. Il faut donner votre passion. Voyez un peu. Alors, ce sera la meilleure chose pour vous. Monsieur Ouissou, on pourrait passer comme ça des heures et des heures à parler. Vous êtes quelqu'un qui est donné, qui s'est éduqué. Voilà, on pourrait passer des jours et des jours, vous n'en finirez pas. Mais voilà, le temps nous tient à la gorge et puis nous sommes heureux de vous avoir reçu. Moi aussi. Nous vous disons merci déjà d'avoir pris de votre temps pour honorer ce rendez-vous. Merci. C'est vous qui avez volé une partie de ma vie parce que je vous ai raconté quelque chose. Mais écoutez, ça n'est pas pour faire étalage de quoi que ce soit. Vous allez voir que je suis totalement parfois gêné et peut-être même assez pudique sur certains détails parce qu'il ne s'agit pas de moi. Okay. Vous voyez, ça ne sert à rien. Les milliers de personnes qui auront la chance, des millions de personnes qui auront la chance de voir, d'écouter, vont comprendre que elles ont toutes la chance d'avoir une vie extraordinaire sur Terre, à condition qu'ils le veuillent eux-mêmes et qu'ils y travaillent tous les jours. Et ils vont rentrer, ils seront des légendes. C'est ça. Quelle que soit donc la vie que tu vis en ce moment, sache que tu es destiné à quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de très grand. Et que le monde regretterait un jour si tu ne le fais pas. Ça veut dire que Marc Bossou, c'est juste quelques grains de sable qui se font balayer par le vent et qui passent. L'essentiel, ça n'est pas ça. L'essentiel n'est pas de voir que tel a fait ou tel n'a pas fait ou tel a très bien fait. C'est pas ça. L'essentiel, c'est que toi aussi un jour, tu puisses être devant une caméra avec un sublime journaliste, peut-être avec d'autres personnes, pour que toi aussi, devant tout le monde, tu puisses dire c'est possible de le faire. Et c'est juste mon message. Peut-être à travers mon petit parcours, mais je suis sûr que toi, tu peux avoir un meilleur parcours. Merci.
Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, aujourd'hui nous avions un homme assez atypique qui s'est donné, qui s'est impacté, voilà, qui à travers son profil et puis c'est dire, va certainement influencer votre façon de faire, votre façon d'agir, que ce soit dans le cadre professionnel, dans le cadre social. Toujours en est-il que vous avez découvert avec nous cet être-là qui se veut être, entre parenthèses, meilleur si ce n'est qui tire à la perfection. Nous ne saurons nous quitter sans vous dire merci d'avoir été présent, d'avoir écouté avec beaucoup de plaisir comme vous savez le faire et puis nous prenons rendez-vous avec vous à la semaine prochaine pour un autre épisode de Leadership.